Christophe de Figueiredo, bonjour. Bonjour, Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. mais c'est tout naturel, c'est normal. Alors, je vais parcourir rapidement votre parcours. Vous êtes diplômé de l'École polytechnique fédérale de Lausanne en 1995. En parallèle de vos études et du début de la vie active, vous avez servi dans les forces armées suisses en tant que capitaine de l'artillerie pendant 3 ans. Vous intégrez British American Tobacco où vous faites carrière pendant plus de 9 années, d'abord en tant que Customer Service Manager et SAP Project Manager, puis Supply Chain Project Manager et Marketing Training Manager en Suisse. Vous occupez ensuite la position de Senior Auditor Europe pendant 3 années, puis HR Manager, où vous allez vous expatrier ensuite au Congo pour occuper le poste de HR Manager, puis HR Director. Vous rejoignez ensuite Panalpina, qui est pour rappel une entreprise suisse de logistique et de transport internationaux en tant que Area Head of HR de l'Afrique subsaharienne pendant 3 années. Vous devenez ensuite Country Managing Director du Cameroun pendant plus de 2 ans et vous intégrez ensuite, c'est là où on vous accueille au Maroc, Swissport en tant que CEO, position que vous occupez actuellement depuis plus de 4 ans et demi. Oui, C'est bien ça. exact, c'est Voilà. bien. Pour rappel, Swissport, dont le siège est basé à Zurich, c'est un fournisseur de services au niveau mondial pour les compagnies aériennes et les aéroports. Vous fournissez des services de manutention aux avions pour environ 265 millions de passagers. Vous gérez presque 5 millions de tonnes de fret par an au nom de quelques 850 entreprises clients dans le secteur de l'aviation. L'effectif, c'est à peu près 64 000 employés et vous êtes actif dans près de 300 aéroports dans 50 pays répartis sur les 5 continents et donc au Maroc également. Ma première question, Christophe, ce serait comment avez-vous vécu au sein de Swissport Maroc les débuts de la crise sanitaire et en particulier l'annonce du confinement le 20 mars dernier? Ok, ben alors nous, déjà dans l'aviation, on était un petit peu au courant un peu avant, parce qu'on a vu déjà la crise toucher nos collègues en Asie. Nous avons des filiales au Japon et en Corée du Sud qui ont été touchées bien avant nous, à savoir, ça a dû commencer vers déjà en janvier finalement. Mais pour être très honnête avec vous, en janvier, quand on entendait ça, on voyait ça un petit peu comme une grippe, hein, finalement. On était on était très loin d'imaginer ce que ça allait être quelques semaines plus tard. Et puis ensuite, nous, on a eu un premier impact le 9 mars avec l'annonce du Royaume de suspendre les liaisons aériennes avec l'Italie, qui a été le premier pays, Oui. comme vous vous rappelez sans doute. Parce que l'Italie, ça a été le premier pays très, très touché en Europe. Ils avaient confiné déjà, sauf erreur, la Lombardie et le Piémont quelques jours avant. Donc, on sentait que quelque chose allait venir. Et puis, très, très vite, la même semaine, d'autres destinations se sont rajoutées. Il y a eu la France, il y a eu l'Espagne, ensuite plein d'autres pays avec lesquels on n'a pas forcément beaucoup de liaisons, mais qui ont eu quand même un impact jusqu'à finalement la fin ou la fermeture de l'espace aérien pour les vols commerciaux, comment dirais-je, scheduled en anglais, en bon français, Programmé. qui se sont arrêtés autour du 15 mars finalement. Donc pour nous, finalement, ça a commencé déjà bien avant la date du 20 mars. La date du 20 mars, ça a plutôt eu un impact, comment dirais-je, sur les personnes finalement, sur les personnes, sur les familles, parce que tout à coup, on s'est aperçu là comment dire, qu'on rentrait dans le vrai de la crise, hein, qu'on rentrait dans le dur. Là, tout à coup, il a fallu des autorisations pour sortir de la maison, pour aller au travail. On a vu les shops se fermer, etc., etc. Mais pour nous, vraiment, ça a commencé bien avant. Et après, là, on a vécu des moments assez difficiles parce que vous imaginez bien que le Maroc avait déjà plein de touristes là, à cette époque-là de l'année. Hein. Il y avait plein de gens qui étaient en visite au Maroc, que ce soit des touristes, des visites familiales ou je ne sais quoi. Et très, très vite, ces gens ont dû quitter le Maroc. Hein. Et vous savez que des fois, c'est pas si simple de retrouver un nouveau billet. Et là, tout à coup, il y a eu un peu une espèce de rush. Et ça a été des moments assez tendus dans les aéroports. Déjà, un aéroport, c'est un milieu qui est assez tendu en temps normal, de par plein de facteurs. L'excitation du voyage, la peur de l'avion,
un petit peu une anxiété un peu liée aux mesures de sécurité. On pense à des choses qui sont passées dans le passé et qui nous font encore peur aujourd'hui. Mais là, tout à coup, on avait atteint un niveau supérieur un peu, hein, avec en plus l'incertitude sanitaire, c'est-à-dire que des gens étaient peut-être, comment dire, notre staff qui devait vendre des billets aux gens ou qui devait faire les enregistrements des gens ou embarquer les gens, ces gens étaient peut-être malades et on n'en savait rien. Donc, oui, c'est parti assez fort et très vite, je dois dire. Très vite, ça a été comme une avalanche, quoi, finalement. Absolument, absolument. Vous faites partie des secteurs clairement les plus touchés. Aujourd'hui, quel dispositif, comment vous organisez, je dirais, dans cette période où finalement votre activité est à l'arrêt? Ouais, alors nous, les premières mesures qu'on a prises, c'était les mesures de protection du staff, bien sûr, en premier. Le staff qui continue à travailler, qui a travaillé chez nous jusqu'au 22 mars, principalement à Marrakech, avec les vols de rapatriement de touristes. Mais après, on a encore des vols maintenant régulièrement sur Casablanca. Plus beaucoup, mais on en a encore quelques-uns, un ou deux par semaine, je dirais. Parce que tous les gens n'ont pas été rapatriés, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Les grands nombres, ou comment dire, les pays qui nous envoient beaucoup de gens ici ont déjà rapatrié leurs ressortissants. Mais il en reste encore. Et, certains pays organisent maintenant seulement les rapatriements. Donc il y a les mesures de protection pour le staff, la distance sociale, les masques, le gel désinfectant, les gants, des mesures aussi qui vont de pair. Il a fallu leur expliquer ce que c'était ce coronavirus, ce nouveau coronavirus. Il a fallu leur expliquer et un petit peu les rassurer, c'est-à-dire que finalement, sans vouloir minimiser ce virus, loin de moi cette idée, mais c'est comment dire, c'est pas quelque chose qui s'attrape aussi facilement que ça. Il a fallu quand même expliquer aux gens quelles étaient les précautions pour qu'eux-mêmes aussi puissent après les expliquer potentiellement aux passagers. Donc ça, c'était les premières mesures. Ensuite, il a fallu mettre en place le plan de continuité de l'entreprise. C'est un plan qu'on avait déjà. Oui. Mais bien sûr, j'imagine comme beaucoup d'entreprises, on s'aperçoit maintenant que le plan, il n'était pas si bien fait que ça, finalement. Parce qu'il tenait... je pense que quand on faisait ces plans, on n'a jamais cru qu'une chose pareille allait arriver, quoi. Donc, il a fallu mettre ça en place. On a dû arrêter tout notre staff, parce que comme vous disiez, voilà, on est extrêmement touché par les mesures du gouvernement, qui sont, à notre avis, bien sûr, comment dire, le gouvernement a pris les mesures qu'il devait prendre. Donc, on ne remet pas en cause les mesures. Je pense que le Royaume a pris des mesures décisives très décisives et très rapides. C'est pour ça qu'il est cité en exemple dans beaucoup de pays du monde actuellement, d'ailleurs. Donc, on ne remet pas en cause ces mesures, même si, pour nous, elles ont signifié l'arrêt de nos activités, finalement, quasiment à 100%. D'accord. Donc, voilà. Très bien. Quels sont, justement, vous disiez les plans, on aurait pu les faire différemment. Quels sont les enseignements, du coup, de cette période que vous êtes en train de vivre? Je pense qu'il faut... je pense que déjà, si je reviens sur ces plans, je pense que quand on fait ce genre de plan, il ne faut pas avoir peur comment dire, de prédire un peu l'impossible ou de croire que l'impossible peut nous arriver parce qu'on a vu ces dernières semaines, l'impossible nous est tombé dessus. Hein. On s'est aperçu qu'on avait peut-être raté certaines choses. On s'était beaucoup concentré sur le staff, sur les communications avec les clients. On avait oublié des choses comme qu'est-ce qui va se passer avec l'argent que les clients nous doivent, par exemple. Et là, on n'a pas de chance parce que nous, on est touchés, bien sûr. Nos clients, c'est des compagnies aériennes. Alors, vous imaginez bien que tous nos clients actuellement sont au sol. Certains, voilà, Ryanair, c'est notre plus gros client ici au Maroc. Ryanair a une flotte de plus de 400 machines. Il y en a 20 qui volent actuellement. Et ces 20 machines font des vols de transport de cargo, principalement, des transports de secours, de matériaux de protection, de respirateurs, etc. Par exemple, la semaine dernière, ils ont fait leur premier vol vers l'Afrique subsaharienne en Sierra Leone pour la première fois, Sierra Leone ou Libéria, je ne sais plus maintenant, depuis l'Irlande. Donc voilà, mais le business de nos clients s'est arrêté et du coup, il faut qu'on aille essayer de récupérer les sommes qu'ils nous doivent. Et ça, c'était un aspect qu'on n'avait pas vraiment dans le plan. Tout comme l'autre aspect, c'est l'autre bout de la chaîne, c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos fournisseurs aussi. Oui. Bien sûr, nous, on est un peu au milieu de la chaîne. On a plein de fournisseurs partout. Et puis, ces fournisseurs, quand ils ont vu la crise arriver, ils ont fait comme nous.
ils essaient de récupérer leur argent, bien sûr, comme tout le monde, hein. Après, il y a aussi tout un aspect, les plans de reprise. Là, finalement, on y travaille maintenant. On pourra y revenir par la suite. Oui, tout à fait, on va y revenir. Et on y travaille maintenant, mais c'était pas vraiment, comment dirais-je, il n'y avait rien de vraiment planifié à ce niveau-là, parce que c'est, encore une fois, c'est une crise qui est tellement énorme. Pour vous donner une idée, pour le groupe Swissport, comme vous disiez, on est sur 300 aéroports dans 50 pays. Et aujourd'hui, la première crise qui est vraiment mondiale dans l'histoire, hein. Même les guerres, elles n'ont jamais été aussi mondiales que celle-là, malgré leur nom. Il ne faut pas oublier que le nom de guerre mondiale a été donné par le monde occidental, mais parce que finalement, c'est le monde occidental qui a été très touché par les guerres mondiales. Mais le reste de la planète, je ne vais pas dire qu'il vivait tranquille, mais le reste de la planète n'était pas nécessairement en guerre. Alors, cette fois-ci, c'est la première vraie crise qui touche la planète entière. Et là, nous qui sommes une multinationale, aujourd'hui, on n'a pas une région qui peut compenser une autre. C'est ça. Parce que quasiment toutes les régions sont à l'arrêt. Bon, même si l'Asie commence à reprendre un peu maintenant, l'Europe va bientôt reprendre, on espère. Mais il y a des signes, il y a des frémissements qui montrent que ça devrait reprendre. Mais il y a encore le continent ou les Amériques qui sont un petit peu en retard sur cette crise, en retard sur nous, et qui vont encore être touchés. Donc finalement, c'est la première crise qui est vraiment mondiale. Pour vous donner un chiffre, que Swissport, c'est 64 000 employés. En fait, je devrais dire ça au passé, parce que c'était 64 000 employés. Parce qu'aujourd'hui, au moment où on parle, nous avons perdu 90% de notre volume dans le monde, et nous sommes plus que 14 000 employés. Donc, on a déjà plus de 50 000 collègues dans cette crise. Ça ne veut pas dire que ces collègues sont perdus pour toujours. 10 000 ont été licenciés et 40 000 sont au chômage partiel. Donc, quand ça va partir, ces gens-là vont revenir. Mais aujourd'hui, on n'est plus que 14 000. Et sur ces 14 000, principalement l'Afrique. Et la meilleure partie, c'est des parties du monde où il n'y a pas de système de chômage partiel instauré par l'État. C'est-à-dire que finalement, les gens, quelque part, restent le plus longtemps possible à la charge de l'entreprise. C'est ça. Et donc, c'est là que c'est vraiment une ampleur vraiment sans précédent. Je sais que c'est un peu cliché maintenant. On le dit souvent depuis presque 2 mois maintenant que ça a commencé, mais c'est vraiment, personne n'a jamais vu quelque chose comme ça dans l'histoire de l'humanité. Absolument, absolument, absolument. Alors du coup, comment se préparer au mieux à l'après? D'ailleurs, quels sont peut-être les scénarios envisagés au sein du groupe, surtout qu'on bénéficie de l'expérience à l'international. Donc du coup, comment vous préparez justement à la reprise? Alors nous, on essaie de parler beaucoup avec nos clients, avec les compagnies aériennes, on essaie de parler avec les États aussi, avec les ministères de la santé partout. Mais comme je disais avant, vu que c'est une crise tellement unique et que c'est la première fois que ça nous arrive, tout le monde est un peu, comment je vais dire ça, on est un peu tous devant une feuille blanche, donc on essaye de créer le demain. Mais il y a déjà des choses qui se précisent dans notre domaine en tout cas, c'est les distances sociales. Je pense qu'on n'a pas fini de faire des longues queues dans les aéroports parce que tout à coup, le 1er mars, dans les queues, on était collés comme ça. Maintenant, tout à coup, dans les queues, il va falloir mettre 2 mètres entre chaque personne. Donc, vous imaginez la longueur de la queue tout à coup. Ça va changer un peu les données du problème. On n'aura pas fini d'avoir des masques, potentiellement. On n'aura pas fini de sentir la bonne odeur du désinfectant. Parce qu'on pense que, bien sûr, vous savez qu'un avion, finalement, on est assis à l'intérieur d'une carcasse métallique pendant des heures et des heures en train de ne pas faire grand-chose. Et finalement, on touche le siège de devant, les accoudoirs, les magazines, les bagages, je ne sais quoi, la porte des toilettes, etc., etc. Donc là, je pense qu'il va y avoir, c'est des nouvelles façons de désinfecter tout ça et de garder finalement l'avion, les passagers, les bagages le plus, entre guillemets, propre possible. Si on veut. Et là, il y a aussi potentiellement des nouveaux produits et quand je dis produits, c'est des services qu'on pourra vendre qui vont potentiellement être mis en place. Parce que on a discuté avec quelques compagnies aériennes, leur gros souci aujourd'hui, c'est de recréer la confiance. C'est-à-dire que les gens puissent remonter dans un avion. Certaines, comme là, c'est pas un secret, c'est paru dans la presse, mais Ryanair dit
moi, j'ai la solution, je vais baisser les prix au minimum et puis les gens vont venir. D'autres vont se disent, peut-être je vais laisser le siège du milieu vide, comme ça on essaie de garder un peu une distance. Absolument. Même si ce n'est pas le mètre 50 ou les 2 mètres qui sont commandés. À quel type de service vous pensez, du coup? C'est comme nettoyage, ça? après chaque... Comment? Pardon, ça a coupé. Je disais, à quel type de service vous pensez? Donc là, typiquement, vous disiez laisser un siège entre deux passagers. Quoi d'autre? Quel autre type de service on pourrait voir justement apparaître? Ça sera des services de désinfection ou de nettoyage. Typiquement, on mettra peut-être, juste avant que vous montiez dans l'avion, on mettra peut-être un de nos agents là avec sa bouteille de gel hydroalcoolique qui va vous donner une petite dernière goutte de gel dans les mains pour vous désinfecter les mains encore un dernier coup avant de monter dans l'avion, qui lui aura été désinfecté au préalable. Ou peut-être j'ai vu ça dans une boulangerie célèbre de Casablanca récemment, des bacs désinfectants dans lesquels on marche dans la file d'attente pour garder les semelles le plus propre possible. Donc je pense qu'on va, comme ce qui a été vu après des crises précédentes, comme typiquement le 11 septembre dans l'aviation, qui a aussi été un grand choc, mais beaucoup plus petit que celui-là, où là, ça a été des mesures de sécurité qui sont rajoutées après. Du coup, c'est là qu'on n'avait plus le droit d'avoir les fameux liquides dans le sac à main, les bouteilles d'eau, etc. Ou puis il a fallu commencer à enlever les chaussures dans les aéroports. Là, cette fois-ci, après cette crise, il va falloir se laver les mains dans les aéroports, garder les distances, plus s'asseoir n'importe où, peut-être ne plus avoir de bagage à main dans l'avion. Et ça, c'est un impact sur nos métiers, parce que ce bagage à main, s'il n'est plus dans la cabine, il doit être en soute. Et qui est en soute, c'est nous. Voilà, donc on travaille un peu là-dessus avec nos clients, mais pour être très honnête, aujourd'hui, 8 mai, on est encore loin d'avoir des solutions définitives. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens sont plutôt en train de gérer la crise et son impact financier, ce qui est normal, et son impact sur les gens, sur les staffs, et puis essayer de remettre des avions en vol plutôt que de se dire comment est-ce que ça va se passer. Voilà. Mais ça va venir et on va sûrement voir du changement, ça c'est clair. Alors justement, sur le staff, comment vous arrivez à garder vos équipes aujourd'hui je dirais mobilisées, et bon, c'est dur de ne pas être inquiet, mais en tout cas mobilisées et impliquées. Oh, alors ça, c'est très, très, très difficile, je ne vais pas vous mentir. Nous, en plus, on est dans voilà, Swissport Maroc, on est environ, au début de la crise, on était 1073 employés. Notre but, c'est de protéger l'emploi le plus longtemps possible et le plus possible. Donc aujourd'hui, on est toujours 1073 employés au moment où je vous parle, même si nos activités se sont arrêtées 22 mars. Mais c'est très difficile de garder les gens motivés et mobilisés, d'essayer aussi de les rassurer parce que on n'a plus le contact direct. Il n'y a plus que des contacts comme ce qu'on fait là maintenant, par téléphone, par vidéoconférence, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis en plus, j'ai des gens qui sont répartis sur tout le royaume. On était avant présent, en plus de notre siège de Casablanca, on était présent sur 15 aéroports. Donc maintenant, finalement, c'est comme si on était présent sur 1073 endroits dans le royaume, chacun est chez lui, même si j'ai encore quelques personnes qui travaillent. Mais ce n'est pas simple, parce qu'il y a des grosses inquiétudes sur l'avenir, ce qui est compréhensible. Tout le monde pense la même chose aujourd'hui. Moi-même, on ne peut pas dire que les nuits soient très calmes actuellement, et soient très... on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de sérénité actuellement, parce que chaque jour qui passe veut dire que la crise est de plus en plus longue, même si de nouveau, il y a des nouvelles qui viennent d'Europe, ça commence à sentir bon, on dira. Mais voilà, c'est pas simple. Et puis, vous savez comment, arrêter de travailler au début, vous vous dites peut-être, ah super, je reste à la maison, je veux me reposer. Et après 2 jours, quand le repos est fait, on se dit, et voilà, et de quoi l'avenir sera fait, parce qu'on a tous des familles, on aimerait bien qu'il y ait encore un job et donc une entreprise à la sortie de la crise. Ouais, c'est pas simple vraiment. Et c'est pas simple aussi de donner aux gens ce que je disais avant, l'ampleur de la crise. Parce que finalement, on est tous coincés chez soi, on est tous en face de nos propres problèmes, si vous voulez. Oui, et c'est pas facile de leur dire, voilà, c'est une crise mondiale, pour nous, tout le groupe est touché.
Toute l'aviation est touchée. Il y a des sociétés qui coupent des têtes de tous les côtés. C'est vraiment pas simple du tout. Mais voilà, on y travaille, on apprend tous les jours, on essaye tous les jours. Je pense qu'après, quand on fera l'histoire ou l'historique de cette crise, on va s'apercevoir qu'on aurait pu être meilleur sur plein d'aspects, très certainement. Alors justement, c'est encore un peu dans la prévision, mais est-ce que vous verriez de nouveaux besoins émerger suite à cette crise au sein de l'entreprise? Je pense que je vais revenir sur une chose que j'ai déjà dite. Le besoin numéro un, c'est un besoin de préparation, je crois. Peut-être un besoin de préparation. Trouver des systèmes qui vont faire en sorte que notre business model soit plus solide, parce qu'aujourd'hui, cette crise, ce qu'elle nous montre finalement, c'est que tous nos systèmes, tout notre système capitaliste, nos systèmes politiques, nos systèmes scolaires, nos systèmes de santé, nos systèmes, y compris nos vies personnelles, finalement, nos plans, tout ça, c'est tellement fragile. On peut s'arrêter en rien de temps. Là, la preuve, voilà. Peut-être une personne qui a mangé un pangolin, on ne sait pas, a détruit tous ces systèmes. Et donc, je pense qu'un des besoins par la suite, ça sera de faire en sorte qu'on soit plus solide, qu'on soit moins fragile. Comment le faire, je ne sais pas. Là, je n'ai pas vraiment de réponse aujourd'hui. Mais je pense que ça va beaucoup jouer là-dessus. Je ne sais pas si je reviens sur le staff, peut-être, avoir de meilleurs systèmes de retraite ou de meilleurs systèmes comme une espèce d'assurance chômage ou des choses comme ça. Peut-être de meilleurs systèmes de communication à l'intérieur de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, oui, on a tous WhatsApp, mais voilà, c'est pas dit qu'avec WhatsApp, je sois sûr aujourd'hui de pouvoir contacter tout le monde. Voilà, des choses toutes simples comme un exemple que j'ai vu aujourd'hui quand j'étais au bureau. Enfin, ça m'a fait clic aujourd'hui au bureau. Pour rentrer dans le bureau, on a ces appareils de pointage, vous savez, où on montrait notre empreinte digitale du pouce. Est-ce que c'est une idée dans le nouveau monde actuel que tous les gens touchent le même truc, quoi? Je sais pas, sans vouloir devenir paranoïaque, mais voilà, c'est-à-dire qu'on va se poser plein de nouvelles questions. Plein de nouvelles questions. Tout à fait, tout à fait. Un grand merci, Christophe, pour ce partage. Est-ce qu'il y aurait un dernier élément que vous auriez souhaité partager avec nous aujourd'hui dans le cadre de cette réflexion sur cette crise sans précédent? Alors moi, je dirais deux choses que j'ai pu voir ici au Maroc, parce que voilà, comme vous disiez, moi je suis confiné ici au Maroc, loin de chez moi. Même si c'est devenu mon chez-moi ces dernières années, mais quand même loin de ma famille en Suisse et tout ça. Mais ce que j'ai pu voir ici du Maroc pendant ces dernières semaines a été fantastique. Une solidarité incroyable. Les gens, c'est comme si les gens ont recommencé à se parler. Même si la distance sociale qui nous a été imposée, ou le fait qu'on n'a plus le droit de s'embrasser et de se serrer la main, mais finalement a fait qu'on se reparle, peut-être plus. Un côté aussi très, là je vais parler de la part des administrations, très pratique et très rapide à trouver des solutions. Et s'il y a une chose que j'aimerais, c'est que ces deux aspects restent après. C'est-à-dire le jour où on déconfine, le jour où on se dit Covid-19 est mort, que tout ça ne disparaisse pas. Et là, je pense qu'on a déjà gagné beaucoup. Oui, effectivement, effectivement. Ben, c'est une belle remarque, surtout venant de l'extérieur. On prend ce compliment. Merci beaucoup. Et effectivement, on note ça. Merci beaucoup, Christophe. J'espère à très, très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci également.